Bonjour à tous. Aujourd'hui nous allons parler de la série Freud et nous allons essayer de voir qu'est-ce qui fait débat au niveau des critiques et ce pourquoi justement la série propose des idées qui sont très intéressantes, loin des idées reçues. Dans cette série, ça nous présente un Freud qui est complètement versé dans la pratique de l'hypnose, comme il l'a été à ses débuts. Simplement, dans cette série, c'est vu sous le crible d'une pratique qui penche vers l'occultisme et le spiritisme, avec des notions de télépathie ou de clairvoyance qui sont mises en avant tout le long de la série. Alors au niveau des critiques, il y a eu comme une levée de bouclier par rapport à cette vision un peu trop romanesque ou alors trop tourné vers un public adolescent. Mais ce lien, c'est vrai, cet occultisme qui plaît aux adolescents et ce lien-là qu'ils ont fait avec l'hypnose n'est pas si étrange que ça. Il est vrai que maintenant, quand on parle d'hypnose, elle a une notion de science, et que ça rentre dans les hôpitaux, c'est quelque chose de cadré, mais pour autant, ça l'a pas toujours été. Si l'on remonte au début justement de l'hypnose, les grands auteurs qui vont être les pionniers au niveau de l'hypnose, il va y avoir donc Mesmer, Franz Anton Mesmer, autour du XVIIe siècle, qui va mettre en place les premiers actes d'hypnose, et lui, il ne va pas appeler ça du tout comme ça. Il appellera ça le magnétisme animal, et sa pratique sera beaucoup plus liée à une sorte de technique d'imposition des mains et de magnétisme par rapport à l'utilisation de fer ou d'outils magnétiques, et notamment l'utilisation des aimants dans ce qu'il appelait les baquets. Et qu'il s'agit bien d'un baquet authentiquement appartenant à Mesmer. Alors ce baquet est impressionnant au point de vue volume. Les malades étaient regroupés autour du baquet et ils touchaient ces pièces métalliques qu'ils appliquaient sur la région du corps malade, ou également ils entouraient la partie malade par ces cordes qui sortaient du baquet. À ce moment-là, dans ces représentations, comme vous pouvez le voir, on peut clairement identifier justement une pratique qui a plus l'ordre de la transe groupale, comme on peut retrouver dans les cultures religieuses Ubanda ou dans toutes les cultures de transe qui ont traversé le monde. Et le postulat justement de la série Freud, c'est justement d'associer cette spiritualité de la transe avec l'hypnose qui est maintenant rentrée dans les institutions médicales. Ce lien entre une continuité entre les pratiques primitives, on pourrait dire, et les pratiques récentes, est un lien qui est fait par de nombreux auteurs, mais des auteurs qui sont notamment des anthropologues. Pour reprendre l'hypnose, justement, la croyance comme quoi le paranormal n'a rien à voir avec l'hypnose qui est scientifique est un postulat très récent, dans la mesure où, comme nous l'avons vu avec Mesmer, qui déjà faisait ses passes magnétiques, était dans l'ordre de la transe, l'hypnose a ensuite été continuée par le comte de Puységur, qui s'essayait à des tests de télépathie avec ses serviteurs qu'il mettait sous hypnose. On peut reprendre aussi un autre auteur qui est Papus, qui lui associait l'hypnose justement à ses pratiques de spiritisme. Il faut bien comprendre que tous les auteurs du 18-19e siècle étaient complètement dans cet occultisme et mélangeaient justement l'hypnose, la pratique de l'hypnose avec l'occultisme parce que il y avait un lien direct. Ce n'est que bien plus tardivement, quand l'hypnose a voulu rentrer au sein des institutions médicales et ainsi être acceptée par un corpus de scientifiques, qu'il a dû s'extraire de ce monde du paranormal. Et à ce moment-là, c'est fait une scission nette où maintenant tous les praticiens disent vraiment très clairement que ça n'a rien à voir avec le chamanisme, rien à voir avec la transe, et pour autant, ils oublient juste son passé pour ainsi qu'il soit accepté par un groupe de pairs qui a une pensée bien particulière. Pour autant, même la terminologie de l'hypnose permet de nous dire que l'hypnose fait bien partie de ce passé ancestral, chamanique, où l'invisible et le visible tentent de se relier à travers la psyché. Notamment par le mot, par exemple, transhypnotique, on revoit bien
du coup ce lien avec la transe qu'on retrouve dans le chamanisme, et la notion de sommeil qu'on retrouve souvent en hypnose, le principe de dormez, qui est bien sûr, quand on se fait former à l'hypnose, qui nous disent que c'est une idée reçue, c'est tout à fait vrai, simplement ça côtoie les mêmes codes que le chamanisme, qui a comme notion que le praticien, par exemple chez les Bushmen, le chaman, ou plutôt le sorcier, le Xi, pour reprendre le terme Bushman, va rentrer en transe et va mourir, avoir comme une petite mort, pour accéder à l'au-delà, puis revenir. Et sans cet accès à cette petite mort, il n'y a pas de transe et il n'y a pas d'accès à l'invisible. Ce sommeil de la transe hypnotique est exactement cet accès à cette petite mort pour accéder à cette réalité à l'intérieur de soi. Et les réactions hypnotiques, même qui sont médiatisées par le spectacle, comme par exemple chez Mesmer ou autres, vont être par exemple la catatonie, le bras qui n'arrive plus à se plier, qui devient raide comme un bâton. Ce type de réaction est aussi retrouvé lors des transes chamaniques, notamment par exemple chez les Bushmen, et dans toutes les autres cultures qui ont toujours un lien avec ce chamanisme. Ainsi, lentement mais sûrement, la psychologie et la pratique thérapeutique commence à se rapprocher de cette culture ancestrale sans la voir comme un passé honteux qu'on essaye de mettre de côté. Cette nouvelle pensée vient notamment de tous les travaux de Claude Lévi-Strauss qui a essayé de remettre en avant la pensée du primitif, la pensée de ces êtres humains qui étaient aussi avancés scientifiquement que nous au niveau de leur pensée et n'étaient pas des êtres inférieurs comme on voulait bien le croire il y a encore quelques décades. Voilà pour le topo sur la série Freud et ce lien entre le chamanisme et l'hypnose. J'espère qu'elle vous a plu et qu'elle vous a permis de mieux comprendre justement qu'est-ce qui se joue derrière ces critiques des fois qui sont formulées autour de séries de postulats fictifs qui essayent d'expliquer une autre réalité que celle qu'on a l'habitude de voir ou d'entendre, et que le travail du philosophe est toujours de remettre en question sa réalité, car pour reprendre Épictète, tout conflit vient de l'application de ces prénotions. Ainsi, la recherche du stoïcien ou la recherche du sage est toujours d'aller au-delà de ces prénotions et ainsi de creuser ces réalités qui nous entourent. J'espère que ceci vous aura fait méditer sur toutes ces croyances qui bloquent notre vie et j'espère que vous pourrez continuer cette journée en pur philosophe. Bonne fin de journée à vous.